Podcart, c'est le projet imaginé par 8 élèves de l'ESCP, une école de commerce à Paris. Démocratiser la culture, la rendre accessible à tous, vous donner des outils pour comprendre l'histoire de l'art et vous redonner l'envie d'aller au musée. Podcart, c'est la culture pour tous, par tous. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Édouard Dupré. Il est producteur, scénariste, comédien, chroniqueur, humoriste et bien plus encore. Édouard est peut-être encore plus connu sous le nom de Thomas Croisière. Dans ce premier épisode, il vous parlera avec humour et avec simplicité du mouvement impressionniste. Bonne écoute. Revenons au XIXe siècle, plus précisément au début des années 1870. La France vient tout juste de redevenir une république. Le monde artistique est régi par un courant, l'académisme. Pourquoi ce nom ? Parce qu'à cette période, l'art et sa finalité sont placés sous le contrôle des membres de l'Académie des Beaux-Arts. Qu'ils soient ou non passés par cette école, aucun artiste ne peut y échapper. Académie des Arts, donc académisme. S'ils habitaient à Tours, ce serait le tourisme. Mais ça n'a rien à voir. Cet académisme, on l'appelle aussi l'art pompier. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont des tuyaux et des grandes échelles. Mais non, parce que pour beaucoup, c'est un terme péjoratif utilisé pour décrire le caractère pompeux, arrogant des toiles de l'époque. Pour plaire aux académistes, les artistes sont obligés de faire référence à des sujets nobles, inspirés par l'Antiquité, en particulier la mythologie gréco-romaine et l'histoire biblique. On exige des artistes de faire des dessins très figuratifs, d'être très attentifs aux détails et d'utiliser des couleurs criardes. En 1874, une exposition tenue rue des Capucines... Tiens, c'est marrant. C'est 100 ans avant ma naissance pile poil. En 1874, une exposition tenue rue des Capucines choque tout ce petit monde. Des œuvres floues, qui représentent des paysages ou des anonymes. Mais l'art, c'est flou. L'un de ces tableaux est signé Claude Monet et s'intitule « Impression soleil levant ». Une vue du Havre noyée dans la brume. Bon, dit comme ça, on comprend que ça ne fasse pas rêver. Mais ce titre inspire le critique Louis Leroy, qui dans un papier assassin publié dans le Charivari, qualifie ces peintres d'impressionnistes. Les impressionnistes sont des rejetés du salon. On leur dit de rester dans la cuisine, mais non. Non, les impressionnistes sont des rejetés du salon qui exposent les œuvres des artistes agréés par l'Académie des Beaux-Arts. Le salon est à l'époque un lieu clé pour les artistes qui veulent se faire connaître pour gagner un peu d'argent grâce à une clientèle fidèle et à des commandes publiques. Mais forcément, tous les artistes qui n'étaient pas agréés par l'Académie n'avaient pas accès à cette plateforme car leurs œuvres étaient tout simplement refusées. D'où le problème de Monet. Vous la comprenez ? C'est un jeu de mots international. Monet Claude, l'impressionniste, et Monet, l'argent en anglais. Oui, c'est rigolo l'histoire de l'art. Bref, nos amis impressionnistes organisent des contre-expositions. Ce ne sont certes pas les premiers à en organiser. À partir de 1863 et sous autorisation de Napoléon, le gouvernement et l'administration des Beaux-Arts tolèrent que ceux qu'on appelle les refusés puissent former des associations et montrer leurs travaux, mais ne leur accordent pas pour autant un espace d'exposition officiel. Bon, c'est mieux que rien, mais ça ne facilite pas l'émergence de nouveaux courants artistiques. L'exposition de 1874, 100 ans avant ma naissance, est un échec commercial cuisant, mais aussi un bon coup de pub pour le mouvement. Les impressionnistes persévèrent, ce qui, en 3 mots, est beaucoup plus ennuyeux pour les poètes. Oui, car que se passe-t-il quand un poète persévère ? Eh bien, il ne poétise plus. En revanche, les impressionnistes peuvent continuer à persévérer. Mais à faire quoi exactement ? C'est dans le nom. Impressionnisme. Ces peintres peignent une impression, une émotion brute et éphémère. Le sujet n'est pas ce qui est peint, mais ce que ressent le peintre lorsqu'il peint. C'est une rupture totale avec l'académisme qui était une reproduction idéale de la réalité. Tandis que les académistes dessinent et redessinent ce qu'ils peignent, un tableau impressionniste est un ensemble de coups de pinceau directement sur toile.
Alors que les académistes continuent de peindre des images toujours élogieuses, les impressionnistes peignent sur le vif pour représenter le caractère éphémère de leur sujet. Ils proposent leur propre vision de la beauté. Monet disait d'ailleurs « Je peins ce que je vois, et non ce qu'il plaît aux autres de voir ». Il assume donc pleinement sa position d'aliéné de l'élite de l'art et la revendique. Et le pire, c'est qu'il mourut aveugle. Cette nouvelle démarche est permise par une petite invention révolutionnaire, le tube de peinture. Non, pas celui de Cléopâtra qu'on adorait sniffer, mais le tube de peinture. Avant, peindre hors de l'atelier était difficile, car le peintre avait besoin de son matos. Maintenant que le matos est portatif, les impressionnistes peuvent prendre leur clic et leur claque et leur chevalet pour peindre où bon leur semble. Quelques années de galère plus ou moins prononcées passent pour les impressionnistes. Je suis l'année de galère qui passe plus ou moins prononcée. Nous sommes désormais en 1889. Cette année-là, l'exposition universelle a lieu à Paris. Alors, qu'est-ce qu'une exposition universelle ? Bon, l'idée, c'est de montrer tout ce qui se fait de mieux en France, à cette époque, sur le plan artistique ou technique. Plusieurs bâtiments à la pointe de la modernité sont construits pour l'occasion, dont la Tour Eiffel. Quel rapport avec nos impressionnistes ? Eh bien, eux qui étaient rejetés du salon 15 ans plus tôt sont exposés en grande pompe. On parle des toiles de Monet, Pissarro, Cézanne et même d'une salle dédiée à Manet. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, on peut retenir 2 facteurs qui n'ont rien à voir avec la Poste. Facteur numéro 1, un travail de plusieurs années de la part des peintres, mais aussi des critiques et des marchands d'art. On peut citer Paul Durand-Ruel, un marchand d'art qui connaît les grands noms du mouvement, soutien financier et moral pour eux. Il va jusqu'à faire faillite en 1882, car il n'avait sans doute pas pu faire l'École supérieure de commerce de Paris à cause de ses investissements. Mais il s'en sort à peu près en vendant des toiles. Facteur numéro 2, le climat politique. Eh oui, la France est une république depuis 1870, et pour combien de temps encore ? Mais en 1871, les impressionnistes sont associés à la Commune de Paris, une insurrection qui ne reconnaît pas l'Assemblée nationale. Plus de 10 ans plus tard, les relations entre le mouvement et le gouvernement s'améliorent. L'esthétique républicaine des tableaux, comme la rue Montorgueil de Manet, plaît au pouvoir. Les impressionnistes sont dans l'air du temps. Jules-Antoine Castagnari et Antonin Proust, favorables aux peintres modernes, deviennent respectivement directeurs des Beaux-Arts et ministres des Arts en 1887 et 1881. Bref, tout ça, c'est copinage et compagnie, hier comme aujourd'hui, comme demain, comme toujours. Des peintres académiques comme Jules Bastien-Lepage reprennent même à leur compte des techniques impressionnistes, notamment pour capturer la lumière et le mouvement. L'impressionnisme inspire plusieurs grands mouvements artistiques du XXe siècle, on peut en citer quelques-uns. Le pointillisme, qui pousse un peu plus loin les touches de peinture des impressionnistes. Oui, il faut des pointillés. Les peintres pointillistes mettent les unes à côté des autres des petites zones de couleurs pour construire leurs tableaux. Le fauvisme, qui repose sur une simplification des formes et l'utilisation prononcée de couleurs vives. Sa plus belle représentation étant Fauve-Auto de Danse avec les stars, même si je n'en suis pas si sûr. Et le cubisme, dont les peintres décomposent les objets avant de les rassembler sur la toile. Et puis bien d'autres encore, dont je vous épargne l'énumération, parce que vous avez d'autres épisodes à écouter. Bref, pas mal pour un mouvement décrié à sa naissance par les critiques, non ? En tout cas, j'espère que cette histoire vous a fait forte impression. Et bien voilà, en une petite dizaine de minutes, vous avez désormais tous les outils nécessaires pour comprendre dans les grandes lignes ce qu'est le mouvement impressionniste. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram podcart.stories et à nous faire part de vos commentaires. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode de Podcart.